Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation où chaque jour avec mes invités, je vous propose d'interroger l'actualité du numérique. Aujourd'hui, on portera un regard prospectiviste. Je commencerai avec un constructeur automobile et ses projets pour la mobilité de demain. Ce sera l'interview d'Anne Laliron déjà en plateau avec moi. Ensuite, Victor Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et le cœur de cette émission sera consacré au futur du travail. Nouveaux espaces, nouveaux outils. Alors j'ai convié pour en parler un architecte, une chercheuse, le directeur général France de Slack, et puis aussi une entreprise qui a basculé à 100% en télétravail et ad vitam aeternam, nous dit-il. Enfin, en conclusion, on retrouvera l'alerte cyber pour éviter d'être la prochaine victime, bien évidemment. Mais bonjour d'abord, bonjour Anne Laliron, vous êtes directrice stratégie produits futurs chez Citroën. C'est vous qui définissez en fait les plans de recherche, c'est ça ? En fait, on est une équipe, on travaille évidemment avec les équipes de recherche et développement, le marketing et le commerce et les régions aussi, l'international, pour identifier en fait quels sont les véhicules, les objets de mobilité également à développer, à anticiper pour les 10 prochaines années. Et les technologies aussi, les technologies sur lesquelles il faut miser ? Oui, tout à fait. Les innovations à embarquer, toujours dans un esprit d'usage client et le client étant vraiment au cœur de notre stratégie et de nos préoccupations. Et vos équipes se projettent à horizon quoi ? 5 ans, 10 ans ? 10 ans. On est sur effectivement. Ok, donc on est vraiment sur le futur des véhicules. Alors je dis des véhicules. Aujourd'hui, on est peut-être au-delà simplement de la problématique de la voiture personnelle. Oui, tout à fait. On est vraiment sur des solutions de mobilité, y compris des objets de mobilité tels que AMI que l'on vient de lancer, qui est un objet de mobilité effectivement en tant que tel. On va en parler, oui. Voilà, tout à fait. Et en fait, on est vraiment sur la recherche de toutes les solutions et services de mobilité qu'on peut proposer à nos clients et qui répondent vraiment aux usages d'aujourd'hui, à l'évolution sociétale également. Donc on a vraiment un travail prospectif pour justement répondre au mieux aux besoins des clients. Alors, mobilité urbaine, individuelle ? Mobilité urbaine, mais pas que, périurbaine. On doit vraiment essayer d'adresser l'ensemble des besoins de nos clients. On est vraiment dans une démarche de la mobilité pour tous. On parle aussi de la liberté de mouvement. Pour nous, c'est important de donner l'accessibilité à la mobilité pour le plus grand nombre et dans le monde. Et de ce fait, on a un spectre beaucoup plus large qu'on aurait pu l'avoir, je ne sais pas, il y a une quarantaine d'années dans l'automobile. On ne regarde plus que l'objet véhicule, mais on regarde bien les solutions de mobilité et les services associés. Alors, on va parler effectivement d'une annonce récente, un nouveau modèle qui s'appelle AMI, qui est une voiture 2 places 100% électrique, qu'on conduit également sans permis. Moi, j'ai le sentiment que la véritable révolution avec AMI, c'est son modèle de commercialisation. Parce que pour le coup, on peut soit la louer en autopartage, soit la louer sur le long terme pour un forfait de type forfait mobile, en fait, même type de tarif, 19,99. Voilà, alors je crois qu'il y a quand même un apport un peu plus conséquent que si vous vous abonnez chez un opérateur mobile. Mais ça, c'est une nouvelle tendance chez les constructeurs, de dire on va aussi décider de commercialiser de multiples façons nos véhicules. Oui, c'est pour ça que je parle de solutions de mobilité, de services de A à Z vis-à-vis du client. Et AMI est vraiment assez emblématique par rapport à ça. On peut même se faire livrer à domicile sa voiture. Tout à fait. On souscrit en ligne. On souscrit en ligne. Donc effectivement, AMI, alors je corrige juste, ce n'est pas un véhicule proprement dit, c'est un quadricycle léger, donc c'est un objet de mobilité. Raison pour laquelle... Alors on a des images, effectivement. Voilà, raison pour laquelle... vous en parlez. Il est accessible dès l'âge de 14 ans en France, 16 ans pour certains pays. Donc, effectivement, nous avons lancé AMI en 100% full digital en termes d'expérience client. C'est-à-dire que depuis votre canapé, chez vous, vous pouvez bien sûr configurer votre AMI. On a 7 niveaux de configuration de cet objet de mobilité. Vous pouvez choisir vos modalités effectivement de financement. Vous pouvez choisir de vous faire livrer chez vous avec une prise en main qui est effectuée chez vous. Vous pouvez aussi choisir d'effectuer un test à domicile de l'objet. Mais vous pouvez aussi, donc tout ça se fait 100%... Comment je teste à domicile ? Voilà. Eh bien, on vous amène l'objet. Un test peut être effectivement organisé, ou bien un test chez notre partenaire Fnac Darty, parce que nouveauté également dans la distribution de cette solution de mobilité, c'est que l'on s'est associé avec Fnac Darty, qui est très innovant sur ces systèmes de distribution. Alors là, c'est peut-être vos concessionnaires qui sont moins contents. Donc nos concessionnaires sont aussi dans la boucle. Les concessionnaires partenaires de la marque Citroën proposent
proposent également, bien sûr, des tests de l'objet et font partie du dispositif. La nouveauté, c'est vraiment, effectivement, un parcours qui peut être 100% digital jusqu'à la commande de l'objet, mais également des tests sous forme variée, comme je vous le disais, qui peuvent être organisés à domicile, dans les Fnac Darty partenaires, il y en a 40 sur le territoire français, ou dans la centaine de points de vente Citroën. Alors, on évoquait la possibilité de personnaliser au moment de la commande. Oui. Est-ce que la personnalisation, c'est vraiment une tendance de fond ou un petit gadget ? Alors, la personnalisation sur Ami est assez poussée, on est allé assez loin, c'est-à-dire que vous avez la version Ami non personnalisée, vous avez derrière 6 variantes de personnalisation. Et ce qu'on a vraiment... On peut aller jusqu'où dans la personnalisation ? Parce que vous êtes sur les projets futurs. Ouais. Alors, horizon 10 ans, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme personnalisation sur son véhicule, au-delà de la couleur de la carrosserie ? La personnalisation, en l'occurrence d'Ami, n'est pas que sur la couleur. Il y a énormément d'objets qu'on peut, d'ailleurs, en do-it-yourself, c'est-à-dire que vous recevez votre Ami et vous recevez le carton d'accessoiries que vous montez vous-même. C'est assez ludique, je l'ai fait moi-même et c'est très facile à faire avec juste un tournevis, je vous assure. Et vous décorez vous-même votre Ami. Donc, vraiment, il y a cette notion de do-it-yourself qui fait que nos clients sont aussi, en tout cas une segmentation de nos clients, en recherche de personnaliser eux-mêmes leur objet. C'est leur Ami. Leur objet et du coup ils veulent vraiment pouvoir participer quelque part à sa construction, à sa conception, un petit peu comme des Lego, et ça c'est intéressant. Et pour répondre à votre question sur l'accessoirisation à plus long terme, on peut imaginer beaucoup de choses. La tendance du do-it-yourself, également de bring your own device, c'est-à-dire le client arrive avec déjà son environnement, son enceinte Hi-Fi connectée. C'est vraiment une tendance forte. Et d'ailleurs, dans Ami... C'est plutôt une voiture ouverte, en fait. Oui, dans laquelle on pourrait apporter nos propres éléments et appareils. On a aussi évoqué l'autopartage. C'est la fin de la voiture personnelle, selon vous ? Dans 10 ans, on n'aura plus de voiture personnelle, on n'aura que des voitures partagées ? Alors, je pense que la réponse n'est jamais tout ou rien sur ces questions-là. Il y a quasiment autant de besoins de mobilité qu'il y a de clients. Et même dans la semaine type d'un client, il se peut qu'il ait à utiliser des solutions d'autopartage, sa voiture personnelle, Ami, etc. Donc, en fait, on voit de plus en plus une multitude de solutions de mobilité et aussi de la multimodalité chez nos clients. Donc, on se doit de proposer des solutions de mobilité pour tous, comme je le disais. Donc, depuis Ami accessible à 14 ans à l'achat, mais également en autopartage, effectivement, et on l'a lancé dans la flotte Free to Move sur Paris. Donc, vous avez déjà des Ami qui sont disponibles à 26 centimes la minute dans la flotte parisienne. Alors, on termine juste parce qu'on arrive au bout du temps qui nous est imparti. On voit bien que là, il y a une nouvelle ouverture aussi sur un écosystème, puisqu'on dit qu'on va pouvoir personnaliser, on va pouvoir faire intervenir des éléments externes à ce qui est prévu par le constructeur. Ça, c'est un vrai changement de dimension pour les constructeurs auto, de travailler avec des écosystèmes différents, du numérique, des startups. Tout à fait. Je dirais que ça fait une vingtaine d'années qu'on voit cette révolution dans l'automobile qui est, on passe vraiment, comme je disais, de l'objet pur véhicule à un écosystème, à des solutions de mobilité complètes, y compris les services. Et il y a une ouverture de cet écosystème en termes d'innovation. C'est un assemblage de briques technologiques aujourd'hui ? Pas que de briques technologiques, mais aussi de solutions de services. Et l'écosystème des startups, le groupe PSA est engagé depuis déjà pas mal d'années dans cette démarche de collaboration forte avec les startups. On a analysé 1500, on a transformé 10% de collaboration avec ces startups. Donc, c'est un apport mutuel, en fait, de business, évidemment, pour ces startups, mais aussi pour nous, de solutions innovantes pour proposer à nos clients, parce que le client est toujours au centre, des services tout compris. Merci beaucoup Anne Laliron, responsable de la stratégie produits futurs chez Citroën. On enchaîne avec la sélection d'actu de Victoire Sicora. Bonjour Victoire, quels sont les postes qui ont retenu votre attention ?
Alors, on va commencer avec Snapchat. Snapchat qui pourrait jouer un rôle crucial dans la prochaine élection présidentielle américaine. Je m'explique, cela fait déjà plusieurs semaines que Snapchat a développé une boîte à outils pour informer ses utilisateurs sur les élections et aussi leur donner un certain nombre de ressources. Snapchat mise tout sur la jeune génération et c'est pour ça qu'hier, le réseau social a permis à 400 000 personnes de s'inscrire pour aller voter. Alors, comment ont-ils procédé? Snapchat a créé une mini-application avec TurboVote pour faciliter les inscriptions sur les listes électorales américaine. Et c'est un franc succès dans les prochains jours. Snapchat a notamment prévu de diffuser des messages vidéo d'Obama, de Snoop Dogg, pour sensibiliser à l'importance du vote aux États-Unis. Autre sujet politique, un boycott de Facebook. Oui, Kim Kardashian-West, Katy Perry et encore d'autres célébrités ont envoyé un message très clair à Mark Zuckerberg en appelant à boycotter à la fois Facebook et Instagram. Étant donné l'étendue de leur communauté, je vous laisse imaginer l'ampleur du mouvement. Ce que les célébrités demandent, c'est que Facebook empêche la diffusion de contenu haineux. Un lien direct au mouvement Stop Hate for Profit qui fait l'objet d'un hashtag massivement relayé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Tout a commencé quand Sophie Zhang, une data scientist licenciée par Facebook, lève le voile sur les pratiques de Facebook. Elle l'affirme, Facebook et Instagram sont utilisés pour manipuler l'opinion publique et changer le cours des élections. Chaque heure, ce sont des dizaines de célébrités qui relaient le hashtag Stop Hate for Profit. Chanteurs, députés, acteurs, businessmen, ils sont bien décidés à faire plier Mark Zuckerberg. Un énième coup dur pour Facebook, parce que vous le savez, il pourrait également être traîné en justice par la Commission fédérale de la concurrence pour ses pratiques antitrust. Et le tweet du jour? C'est celui d'Elon Musk, je vous le lis. Les tunnels sous la ville avec des voitures électriques autonomes donneront l'impression d'être en distorsion. Le premier tunnel opérationnel sous Vegas est presque terminé. Une actu qui pourrait complètement bouleverser les circulations dans les grandes villes et fluidifier durablement tout le trafic tout en réduisant bien sûr les temps de trajet. Elon Musk and The Boring Company travaillent depuis 2016 et ils avaient promis un tunnel opérationnel pour 2020. Mission réussie. Ce tunnel long de 1300 mètres pourra transporter des navettes 100% autonomes avec 16 passagers chacune à une vitesse de 56 km/h. Le post d'Elon Musk a créé, vous en doutez, l'engouement comme à chacune de ses annonces. 46 000 likes en 24 heures et des milliers de réactions. Les tweetos ont pressé Elon Musk de donner plus d'informations. Une actu qui doit faire réagir, j'imagine, Alain Liron. Ça me fait penser à du métro autonome en fait. Donc, mais effectivement, c'est ce sont des petites voitures. Des petites voitures. Donc, le groupe PSA travaille évidemment aussi sur la voiture autonome, mais notre priorité est toujours de trouver le sens pour le client et pour l'usage, notamment au sein de la marque Citroën. Le client au centre, donc il faut que ça ait du sens, évidemment. Alors on termine avec une découverte scientifique qui n'a pas laissé les internautes insensibles. Oui, puisque des scientifiques s'apprêtent à tester le premier appareil capable de rendre la vue aux aveugles. Et les tweets fusent sur le sujet. Il faut dire que ces premiers tests sont porteurs d'espoir. Pour y parvenir, les scientifiques ont implanté une micro-électrode dans le cerveau qui permet de traduire les informations captées par la caméra. C'est à l'heure actuelle la seule technique qui permet de rendre la vue malgré un nerf optique abîmé. Ce dispositif a été testé sur des moutons et s'est révélé très concluant, à la fois pour régler leur cécité, mais aussi pour traiter des problèmes neurologiques comme par exemple la paralysie. Merci Victoire, merci Anne Liron, responsable produit futur chez Citroën. C'est l'heure de notre débat sur le futur du travail. Espace de travail, flex office, overbooking de bureau, co-learning, comment se façonne le futur du travail? On en parle tout de suite avec mes invités. Adrien Raoul, architecte et fondateur de l'agence AR, Laurence Devillers, professeur en intelligence artificielle Sorbonne CNRS, Jean-Marc Gauthéreau, directeur général France de Slack, et John Mears, directeur des opérations de Havre, une start-up française qui s'est lancée dans la serrure connectée par le Li-Fi, je précise, c'est Internet par la lumière. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous avez décidé d'adopter définitivement le télétravail dans votre entreprise. Adrien Raoul, vous êtes donc l'architecte de 42. C'est une école gratuite de développeurs pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Enfin bon, je pense que maintenant on a compris, c'était vraiment une révolution au démarrage, un projet où il a fallu repenser entièrement l'école. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de NOC 42, qui donc veut dire Not Only a Campus. C'est une extension de 42 où ce sera davantage un lieu de vie qu'un lieu d'apprentissage. Dans les projets comme ceux-là, où vous travaillez vraiment sur une population particulière de geeks, en fait, qui utilisent beaucoup les technologies, est-ce que ça change votre manière de concevoir les lieux où l'on travaille, où l'on complètement. Donc vit en travaillant aussi, parce que ce sont des jeunes qui travaillent chez eux? Oui, non, c'est ce qui est passionnant. Les geeks sont toujours un petit peu
montrer du doigt, entre guillemets, comme ceux qui sont à la tête de l'innovation. En réalité, ce sont des étudiants comme les autres. Ils ont des profils d'ailleurs très très variés. Enfin, c'est même un petit peu réducteur de parler d'eux comme des geeks. Donc du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment une tranche de la population qui simplement est beaucoup plus ouverte à l'innovation et beaucoup plus fluide avec... En tout cas, qu'il y a des exigences d'hyperconnexion en permanence, et ça, c'est quand même un paramètre que vous devez prendre en compte. Oui, et puis qui sont prêts aussi à être challengés par les nouveaux usages du bâtiment aussi. Et alors, moi, en tant qu'architecte, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Ouais. Et du coup, des nouvelles façons de se dire où est-ce que je dors, où est-ce que je travaille, où est-ce que je déjeune, etc. Ce qui... Et ce ne sont plus des lieux différents aujourd'hui? Tout se mélange? Alors oui, en quelque sorte. Après, ce qui est surtout super intéressant pour nous, c'est que le fait que justement tous ces outils soient dématérialisés fait revenir les espaces, l'architecture, le lieu physique, le lieu de la rencontre physique, comme quelque chose de prépondérant et d'hyper utile, puisque du coup, en fait, on n'en a plus besoin pour toutes les tâches complètement automatisées par la dématérialisation. Du coup, il peut reprendre son sens, qui est en fait l'expérience physique de l'autre, du travail en groupe, etc. Donc, en fait, la modification est est vraiment profonde en architecture et dans le design d'espace. Laurence de Villers, quelles sont les transformations profondes que vous avez pu percevoir liées au recours massif du télétravail qui a eu lieu pendant la période de confinement? Je dirais que on a vécu une période qui a amplifié en fait l'abord de ces machines, simplifié aussi peut-être la relation qu'on a avec elles, puisque on s'est servi du télétravail effectivement, mais on s'est servi aussi de ces systèmes pour parler à nos proches. Donc on a créé du lien qui ne pouvait pas exister puisqu'on était tous enfermés chez nous. Donc il faut comprendre que ce sont des nouveaux modes vraiment d'interaction, que ce soit pour un travail collaboratif ou pour une relation affective, et que pour l'instant on n'a pas énormément quand même de retour sur la façon dont on se comporte. Donc moi je suis prudente sur l'utilisation à tout va de ces systèmes. Je pense qu'il faut comprendre leur écologie, comment ça marche, quel comportement avoir, et est-ce que la machine plus tard aura des capacités, même en télétravail, de décider des choses ou d'orienter vers quelqu'un qui est dans alors, c'est pas une pièce, c'est une pièce virtuelle, mais comment on va interagir vraiment? Puisque là, le corps, à travers le télétravail, n'est plus présent. On va avoir des outils de détection du comportement physique, par exemple, de l'attention, pour essayer de finalement faire que la réunion ou le co-travail puisse être extrêmement utile. Mais ça veut dire aussi peut-être perte de liberté pour chacun qui sera plus sous l'emprise du contrôle de la machine. Donc tous ces aspects-là... Ce qui est intéressant, c'est que, Laurence, vous avez commencé en disant, justement, on n'a pas fait que travailler avec la visioconférence, on a aussi été en relation avec nos proches. Adrien dit, moi, mes lieux, c'est plus que des lieux de travail, c'est des lieux de vie, c'est tout ça se mélange. On a une sorte de confusion là qui se fait entre le travail et la vie privée, à travers les outils, à travers les lieux. Disons que les frontières sont plus floues. Mais elles sont à réinventer aussi. Voilà, et c'est pour ça que... Pour l'instant, on est en devenir. En fait, c'est ça qui est un moment un peu charnière. C'est exactement le sujet. Donc nous, on a monté moi, je fais partie d'un groupe international sur le futur du travail au sein du GEPAI. C'est une espèce de GIEC de l'IA qui a été monté par le président Macron à la suite du G7 avec les Canadiens. Et on a une quinzaine de pays qui sont impliqués et on va travailler sur, d'abord, quel est le ressenti, que ce soit des managers ou des personnels divers dans les sociétés qui utilisent le télétravail. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des isolements, des dépendances? Comment on joue la vie privée et le travail? On en va faire un comparatif et puis on va regarder aussi les valeurs que cela implique. On sait très bien que le télétravail, ça peut aussi peut-être ne plus mettre le mérite au même niveau, la responsabilité face à face par rapport aux décisions au même niveau. Alors justement, on a juste à côté de vous, on a un représentant de cela qui a profondément modifié la manière de travailler en entreprise, ou pas d'ailleurs, même en tant qu'indépendant. Les freelances utilisent beaucoup Slack, qui est une plateforme de travail collaborative. Au démarrage, l'idée, c'était un peu de dire, vous allez remplacer l'email. Alors, au démarrage, c'était de dire on va transformer le travail. Et on avait déjà quelque part un peu anticipé toutes ces modifications qu'on est en train de vivre. Parce qu'on parle beaucoup des lieux de travail, mais je pense qu'il faut aussi parler de quelle est la nature du travail. Quel travail doit-on réaliser aujourd'hui?
Et je crois que Laurence a dit un mot extrêmement important dans la période actuelle, c'est on est dans une phase d'apprentissage. Oui. En fait, on était dans une phase relativement figée avant dans les architectures, dans les modes de travail. C'était le modèle du bureau qui était un héritage de la civilisation industrielle structurée. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans un monde de diversité et on est en train d'apprendre, ce qui est formidable, moi je suis passionné d'innovation, on est en train d'apprendre des nouveaux modes de travail. Alors il y a plein de risques, il y a plein de questions, il y a plein de Ça fait quand même reposer sur vos épaules de nouvelles responsabilités. Absolument. Et on a vu au premier trimestre 12 000 entreprises venir nous rejoindre, 8 000 de plus au deuxième trimestre, donc on voit un rush et je pense que John parlera d'entreprises qui sont en train de passer à 100% en mode télétravail, donc l'étape d'après. Nous, chez Slack, on n'était pas en télétravail, mais quand on prenait un jour T, on avait à peu près 40 à 50% des collaborateurs au bureau. Donc ça veut dire qu'on avait 40 à 60% des collaborateurs qui étaient en dehors du bureau, qui étaient déjà en quelque sorte... Vous parlez des collaborateurs de Slack ou de ceux qui utilisent Slack? Voilà, de ceux qui étaient chez Slack, donc qui étaient soit chez des clients, soit chez eux, et qui étaient déjà en mode de télétravail. Mais on n'avait jamais reconnu à l'intérieur de l'entreprise que ça devenait un mode de fonctionnement normal et qu'on accepte finalement dans l'entreprise de travailler à distance. Et donc ça pose tout un tas de questions. Et ce qu'on fait avec les entreprises aujourd'hui, c'est de les aider à découvrir le potentiel de ces nouvelles technologies formidables pour justement aligner les personnes, créer des projets, créer du dynamique, créer du lien, que ce soit en présentiel ou que ce soit à distance. En réalité, c'est un monde nouveau. Pour vous, c'est une opportunité. Moi, je disais que c'est une nouvelle responsabilité. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont changé dans votre approche au moment du confinement? En fait, on fait beaucoup de sessions de formation, non pas sur l'outil, parce qu'on parle beaucoup des outils, on parle beaucoup des lieux de travail, mais on fait beaucoup de sessions de formation sur les nouvelles façons de travailler. Comment on travaille en mode asynchrone, comment on travaille en mode projet, comment on travaille avec des clients et des partenaires en collaboratif étendu, comment on travaille d'une façon agile. Comment, et ça je crois que Laurence en parlera, tout ce qui va être automatisé va l'être dans l'intelligence artificielle et par les technologies. Donc, comment est-ce qu'on crée finalement de la créativité humaine dans ces environnements virtuels? Alors, John Mears, vous avez créé de la créativité dans votre entreprise, peut-être. Oui. Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé, donc au sortir du confinement, de généraliser le télétravail chez vous, c'est-à-dire 100% en télétravail, et vous l'avez même pérennisé, c'est-à-dire il n'y aura pas de retour en arrière. Entièrement. Pour nous, c'est une opportunité très forte pour que nos équipes soient maîtres de leur bien-être. Et pour moi, le télétravail, si c'est pour avoir du télétravail, on va rester dans l'ancien fonctionnement où on est jugé sur la qualité de son travail par les heures passées au bureau, ça ne sert à rien. Si c'est pour être en télétravail et avoir une webcam qui surveille à ce que vous êtes au bureau de 9h à 17h, il n'y en a aucun intérêt. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas idéal. Pour nous, le télétravail, ça donne l'opportunité à nos équipes de suivre leur passion, de vivre du temps avec leur famille. Moi, j'ai des collègues, ils vont jouer au golf entre 10h et midi. Parce qu'ils sont chez eux, ils se lèvent plus tôt le matin, font leurs heures de travail un peu plus tôt, et après ils vont faire la golf pendant la journée, et après ils se remettent à travailler le soir. Mais comment vous gérez le temps de travail alors? C'est un peu légal en France, ces histoires on gère pas dans le sens où on recrute des gens en qui on a confiance, qui sont autonomes, et je pense, c'est une question... Vous prenez quand même un risque là-dessus? On prend un risque et on ne sait pas encore si... Ça marche très bien chez nous. On ne sait pas si c'est parce qu'on a réussi à recruter des personnes qui sont autonomes ou si c'est en donnant la liberté aux gens d'être autonomes qu'ils ont pris ce pouvoir-là en main et ils le gèrent bien. Moi, je pense que c'est plutôt le second, mais je ne peux pas vous le garantir. Et donc, ils ont plutôt des tâches à accomplir, c'est ça? Ils ont des tâches. Nous, on va évaluer les performances sur le travail qui est accompli. Mais le télétravail va permettre aux gens de travailler de manière asynchrone. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'avant, tout le monde travaillait en même temps. Et nous, ça fait 3 ans qu'on voulait passer au télétravail chez nous. Mais on avait des managers qui ne voulaient pas. Parce qu'ils disaient, on a besoin de tous être ensemble dans la même pièce et travailler ensemble. Et le Covid nous a prouvé le contraire absolu. On s'est rendu compte qu'on était bien plus productifs parce qu'en fait, on n'était plus dans l'instantané. On pouvait se mettre à travailler ensemble 2-3 heures par jour, mais après avoir des moments où on éteignait Slack, on éteignait nos emails et on se concentrait sur notre travail à tête reposée pendant 3-4 heures. Donc il y a quand même des moments de rendez-vous qui sont fixés pour avoir un peu de collaboration. Il y a une très grande responsabilité. Et là, et du temps commun. Mais il faut que les managers soient très bons. Nous, on fait des soirées de quiz tous les mois avec nos équipes. On se réunit en présentiel tous les 2 mois. Chaque équipe et toute l'entreprise se réunit pour 1 semaine tous les 6 mois. Et ça, c'est critique pour la créativité.
Parce que la productivité augmente, mais la créativité baisse en télétravail. Vous avez gardé des locaux ? Alors, on a gardé des locaux, oui. D'accord. Adrien Raoul, qu'est-ce que ça bouleverse pour vous quand même un business model là? Parce que tous ces bureaux là, ils vont finir par fermer en fait. Alors justement, oui. D'ailleurs, les grands comptes sont tous en train de réfléchir à mieux gérer, optimiser leur patrimoine, on va dire. Parce que en gros, des modèles de bâtiments support où les collaborateurs ont besoin d'y aller pour des tâches spécifiques à des moments spécifiques, en gros pour se réunir, voilà. Et d'ailleurs, ça a trait à la cohésion de l'entreprise et à son image. Donc c'est vraiment très très fort. Du coup, le bâtiment reprend une force qui est prépondérante, mais on a besoin en gros de la moitié ou du tiers des mètres carrés. Et c'est en fait, quand on parle de télétravail, puisqu'on en a parlé un petit peu, c'est en fait un pendant. Il y a deux parties. Il y a le lieu physique de rassemblement qui a trait à l'image de la société, qui reprend une force énorme, mais qui doit être plus petit, mais du coup beaucoup mieux géré et beaucoup plus intéressant, puisque c'est aussi sur la base de l'envie d'y aller. Donc il doit être chargé d'intérêt pour les gens et non pas un bâtiment de destination par obligation, comme on allait le matin au bâtiment de travail, parce que c'était comme ça. Et à la fois le télétravail, où on peut travailler justement de manière asynchrone sur des projets de son côté. Mais du coup, si on n'a plus d'espace à soi dans son entreprise, c'est pas un peu perturbant, non, pour s'identifier, je sais pas, à une marque, à des produits? Moi, je pense qu'en fait, on a tous l'habitude d'aller au café, au restaurant. Et quand on se définit, d'ailleurs, très souvent, les journalistes demandent quels sont vos 3 restaurants préférés. C'est chez soi, en fait. Enfin, c'est une manière de se définir extrêmement forte. Et pourtant, la chaise sur laquelle on s'assoit au restaurant n'est pas la sienne. On prend parfois toujours la même place. Laurence de Villers, quel est votre point de vue là-dessus sur justement ce flex office, l'overbooking de bureau, c'est-à-dire en fait, j'ai plus mon bureau. J'occupe une place qui peut être occupée par d'autres, quoi. C'est de l'autopartage version travail, quoi. Moi, je pense que ça peut être extrêmement profitable pour tout le monde. Vous avez parlé de confiance. Quelle est la confiance qu'on peut avoir dans les autres? Il y a besoin de cette confiance. Donc, en général, vous l'avez très bien dit aussi, il faut du présentiel. On ne fait pas tout en télétravail. S'il n'y a pas de présentiel, je prends l'exemple par exemple de la télémédecine. Si on n'a pas vu une fois, le patient n'a pas été vu par son médecin physiquement, la relation à travers justement ces systèmes de distanciés va être pas terrible. Qu'est-ce que ça perturbe, cet intermédiaire informatique ? Ça perturbe l'idée de savoir si on peut faire confiance. C'est cette confiance, en fait. Quels sont les indices, quelles sont les intentions des gens? On le perçoit non seulement par le langage, mais par la présence physique, par la façon dont on se tourne vers quelqu'un. Et ça n'existe pas sur un Zoom où vous avez un quadrillage de gens isolés chez eux. Ils n'ont pas, en fait, cette compréhension fine de l'interaction avec les autres. D'ailleurs, j'ai une thèse qui va débuter là-dessus, vous voyez, sur la compréhension de l'intention de chacun et comment finalement les liens se nouent, qui fait confiance à qui dans une réunion, ce qui n'est pas simple. Mais moi, je vais travailler sur le langage et le paralangage. Mais le paralangage, quand on est tous soudis juste devant les gens, c'est difficile. J'ai fait beaucoup d'interventions, comme tout le monde, en télétravail pour des conférences ou autres. Et c'est vrai que le retour des autres, on ne l'a pas, par exemple. Vous dites quelque chose, et puis, plouf, la créativité... Alors, il y a des smileys, il y a des pouces en l'air. Non, il n'y a pas encore du tout ce dispositif agile qui pourrait rajouter... voilà. Donc, je ne dis pas qu'il faut copier ce qu'on faisait en présentiel, on n'y arrivera pas forcément, mais il faut trouver d'autres moyens de pouvoir interagir aussi finement que sur l'émotion, en fait. Et sur l'émotion, ouais. C'est ça mon On verra si vous travaillez là-dessus chez Slack. Mais en créativité, effectivement, vous dites on baisse. Si on restait toujours en télétravail, loin des autres, sans avoir cette appétence à convaincre l'autre finement, c'est-à-dire essayer de montrer, même dynamiser, si vous voulez, un ensemble de gens qui sont tous à distance, est moins facile. Montrer de l'énergie et montrer du pouvoir de créativité ou de embarquer les gens, les emballer sur un sujet, c'est moins facile à distance qu'en présentiel, c'est évident. Donc toutes ces relations, et pareil, découvrir que quelqu'un ne va pas bien ou n'est pas en relation avec les autres parce que il se cache derrière un malaise, etc. C'est plus facile de se cacher quand on est à distance.
D'accord ? Donc cette relation fine avec les autres qui permet d'être créatif, qui permet de travailler ensemble, est amoindrie à travers la distance. Mais on y gagne, évidemment, aussi. On y gagne en flexibilité, on va pouvoir faire du sport plus facilement, en écologie aussi, on va moins être dans les transports, on a moins de risques d'avoir des problèmes autour de la pandémie, et effectivement, rester isolé, c'est bien. Bon. Vous avez développé dans votre entreprise des nouveaux outils justement pour pallier au manque d'interaction humaine? Nous, on se réunit tous les 2 mois et ça pour suffit avoir cette interaction humaine. Et pour nous, on forme nos managers à s'assurer d'appeler chaque employé en one-to-one, en 1 à 1, une fois par semaine, de vraiment leur poser des questions sur comment ils vont, sur leur bien-être, etc. On organise des événements. C'est de la visio ou c'est un coup de fil? Non, visio, toujours en visio, parce qu'il faut qu'on puisse regarder les gens dans les yeux. Ça, c'est vraiment important. Et après, on organise des événements, des séances de sport en visio, où on a toute la boîte qui se réunit, on fait du sport ensemble. Et moi, je dis toujours aux gens, c'est un peu comme les amis. Alors, on a des amis qui sont les connaissances dans la région, dans le coin. Et quand on part à l'étranger, on part vivre autre part, on perd contact avec eux. Mais quand on a fait des bons amis, qu'on a recruté les bonnes personnes dans son entreprise, il y a une vraie amitié, une vraie confiance qui a été créée. La distance, on garde toujours cette amitié, et c'est pareil en entreprise. Au moment du recrutement, en revanche, c'est très important. Le recrutement est super important, on ne recrute pas les mêmes profils, et pas tous les profils sont adaptés à une entreprise entièrement en remote. Et pour intégrer un salarié dans l'entreprise de demain, l'entreprise du futur, qu'est-ce qu'on fait? On le fait venir à un siège social où il n'y a personne? Est-ce qu'on réfléchit à ça là, en ce moment dans les entreprises? Parce que la phase de recrutement est quand même très importante, surtout à l'heure où on cherche beaucoup de talents. On vient de recruter 350 collaborateurs ce trimestre dans le monde. Et en fait, c'est un vrai point de questionnement, parce qu'on avait l'habitude de les envoyer au siège social, de faire cette transmission de culture qui est extrêmement importante. Alors quand même, les réseaux collaboratifs... Oui, Jean-Marc Gauthéreau, dites-nous ce que fait Slack pour travailler sur le caractère émotionnel. Dans le grand public, ça multiplie le nombre d'interactions qu'on a avec les collègues de façon dramatique. Donc on a beaucoup plus d'échanges digitaux que dans le passé. Nous, on passe... On travaille en virtuel, en asynchrone, en digital, et puis quand on se réunit, on travaille vraiment sur des problématiques, donc on collabore réellement. On n'est plus à écouter des présentations PowerPoint où les gens écoutent sans réagir. Sur la partie fine, justement, de la perception de l'autre et l'émotion. Sur la partie fine, je crois que ce qui est très important, c'est ce qui a été dit, c'est le rôle du manager. Les collaborateurs sont relativement à l'aise parce qu'ils ont cette flexibilité nouvelle. Les dirigeants sont à l'aise parce qu'ils ont leur plan de route. Mais le manager intermédiaire, c'est lui qui a le rôle le plus important, je crois, d'assurer une dynamique d'équipe. Et je pense que son rôle est en train de changer. Son rôle va être plus un coach, va être quelqu'un qui va s'assurer de l'engagement, la bienveillance des collaborateurs. Donc on voit si les gens sont actifs, si les gens sont mobilisés. Justement, on en parlait, Adrien Raoult, ensemble à un moment quand on s'est rencontrés. Vous me disiez, finalement, on est en train de changer complètement de management. On n'est plus dans le management visuel. Alors, est-ce que c'est fini Est-ce que c'est fini là, les grands open space que tout le monde déteste d'ailleurs? Ce serait justement la seule vraie bonne nouvelle en fait de tout ça. Ouais. Et on voit toutes les angoisses que ça crée derrière. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais on est là-dedans. Clairement, on parlait du travail, la vision du travail structuraliste de l'ère industrielle, donc mise à l'échelle. C'est une grande pièce avec tous les collaborateurs alignés. Et le chef dans son bureau fermé qui regarde l'ensemble de ses salariés. Nous, on a vu sur tous les plateaux de bureau, vous pouvez aller voir aujourd'hui encore, dans des tas de pays qui sont sur le contrôle visuel, type la France, c'est le cas aussi en Roumanie, dans d'autres pays, ça dépend des cultures, mais les managers intermédiaires, justement, souvent, essayent de se mettre près de la porte. Comme ça, ils peuvent contrôler l'entrée et la sortie. Donc, voilà, il y a toujours ce truc-là. Donc ça, au moins... Voilà, ça, on peut peut-être dire au revoir enfin à ça. Et moi, c'est exactement... Et ça ressemblerait plutôt à quoi alors? Sur quoi vous travaillez en ce moment? Est-ce que vous avez des projets intéressants sur le futur du travail? Justement, c'est-à-dire que ce grand plateau, vous vous débarrassez de toutes ces tables. À un moment, vous pouvez l'utiliser autrement. Vous pouvez l'utiliser justement pour des lieux de créativité, puisqu'on parlait de ça. Ça a été assez exprimé dans le design thinking avec ces process qui permettent de faire des travaux, du travail rapide, de co-conception en petite équipe. Ça nécessite d'être là, ça nécessite d'être physiquement dans la même pièce, de la reconfigurer. Donc la manière dont on va l'utiliser, cette pièce, finalement, va changer en plus à la volée au cours du temps.
Et c'est un temps qui peut être 48 heures à une semaine, donc un temps très court. Et vous avez un nouveau paramètre qui est arrivé, c'est en plus la crise Covid-19 avec la distanciation sociale. Oui, alors ça, on ne sait pas exactement jusqu'où ça va modifier les choses. On ne sait d'ailleurs pas pour combien de temps cette pandémie est là, donc on ne peut pas non plus planifier ni le fait que ça s'arrêtera. Voilà. Mais donc pour l'instant, il y a les mesures qui sont la distanciation, etc. Je ne suis pas sûr que ça modifie ça à fond. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a accéléré le basculement de cette société un peu ancienne et poussiéreuse du contrôle visuel vers le télétravail. Et là, il y a un lâcher-prise obligatoire des managers qui étaient accrochés à leur on ne se rend pas compte de l'importance de l'architecture dans le mode de management. Et sur l'intelligence, on est à la fin pratiquement du débat, donc juste Laurence de Villers, sur l'arrivée de l'IA dans l'entreprise aussi, ça c'est le futur du travail, ce qu'on n'arrête pas de nous dire. L'intelligence artificielle, ça ne va pas nous remplacer, ça va nous assister, on va devenir des salariés augmentés. Qu'est-ce que ça peut changer, ça ? Effectivement, on va avoir énormément d'outils qui vont pouvoir nous aider à décider mieux. Mais il faut que ces outils, qui peuvent être, je sais pas moi, des chatbots, où on peut être avec des personnes à distance physique qui sont des personnes réelles, mais on peut aussi être avec des machines qui, dans le télétravail, vont intervenir, qui seront donc soit personnalisées avec un agent conversationnel en 2D, 3D, soit juste une voix, un chatbot qui connaît toutes les différentes réunions qui ont eu lieu, a des résumés de ces réunions, va pouvoir influencer. Donc l'avenir va aller vers les outils. Sachant, ce sera peut-être le l'IA finalement. Ça sera la mémoire de ce qui s'est passé. Voilà. Et il faut prévenir tout ça. Donc, quand je vous disais, en fait, on a un comité qui surveille ça. On va mettre en place des living labs pour essayer de comprendre, et aussi des living labs virtuels pour essayer de comprendre comment tout ça se joue, comment on manage différemment, quel est le moment où il faut être en présentiel ou pas pour que les gens aient confiance. Est-ce qu'on isole les gens ? Le point de vue culturel, il est fantastique là-dedans parce que on n'a plus de frontières. On travaille tous avec l'étranger, en connecté à travers ces réseaux. Et c'est vrai que quand on est en France, on a plus de facilité à comprendre ce que font les autres, ce qu'ils pensent sans être en présentiel. Lorsqu'on est devant une réunion avec 10 pays différents, enfin 10 cultures différentes, c'est pas si évident parce qu'on n'a pas les mêmes modes d'interaction et qu'on se servait beaucoup en fait de justement cette compréhension fine de l'autre, même s'il n'est pas dans la même langue que vous. Et là, j'avoue qu'il y a des progrès à faire sur. Et puis en même temps, on ne veut pas standardiser. Donc, l'erreur serait, et on perdrait en richesse et en créativité si on standardise trop. Donc c'est là où il faut être agile. Je pense qu'on a intéressant. Il faudrait que vous travailliez de manière étroite avec les responsables d'outils comme je Slack. pense à travailler avec des industriels sur ces sujets à travers des thèses. Très bien. Eh bien, voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Adrien Raoul, architecte et fondateur de l'agence AR, Laurence de Villers, professeur en intelligence artificielle Sorbonne CNRS, Jean-Marc Gauthéreau, directeur général France de Slack, et John Mears, directeur des opérations de Havre. Juste après la pause, je vous garde avec moi parce qu'on va passer à l'alerte cyber. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech avec moi Adrien Raoul, Laurence de Villers, Jean-Marc Gauthéreau et John Mears qui ont participé au débat sur le futur du travail. Ils restent avec moi parce que là maintenant on est connecté avec Damien Bancal qui est directeur du pôle cyberintelligence chez 8Brains. Bonjour Damien. Bonjour. Alors vous êtes là pour sonner l'alerte cyber et cette semaine vous allez nous parler d'une alerte qui a justement été donnée par l'ANSSI concernant les ransomware, donc ces rançongiciels. L'ANSSI nous dit que c'est devenu complètement fou en fait. C'est complètement fou. D'ailleurs, tous les 15 jours, je viens râler parce qu'encore une fois, on se rend compte que les messages lancés de cybersécurité ont un petit retard. Et du coup, ce qui était très intéressant malheureusement cette semaine, c'est de parler de cette alerte de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et bien clairement qui vient de dire en haussant vraiment le ton, attention, les attaques par rançongiciel, les ransomware, commencent véritablement à prendre un peu trop d'ampleur. Et du coup, ils ont sorti la semaine dernière un petit fascicule qui s'appelle « Attaque par rançongiciel ». Tous concernés, comment les anticiper et réagir en cas d'accident. Alors, c'est très intéressant ce document parce que ça montre que le travail de l'ANSSI derrière est vraiment assez fort, et ça pousse, c'est vraiment un très très bon travail, sauf que j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop tard. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'attaques contre les entreprises, bien sûr à l'international, mais aussi nos entreprises, nos propres sociétés. C'est simple, depuis le 1er septembre, à mon niveau, c'est 285 cas d'infiltration d'entreprises par des pirates et leur ransomware.
Oui, alors là, c'est parce que vous êtes en colère, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, Damien. Mais il n'est jamais trop tard. Rappelez-nous ce qu'on risque en cas d'attaque par ransomware. Alors, on connaissait le ransomware qui s'infiltre et qui chiffre l'intégralité de votre ordinateur et de vos fichiers. Sauf qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se voiler la face. Le rançongiciel, une fois qu'il est installé dans la machine, ça veut dire qu'en amont, le pirate informatique a cartographié le système numérique intégral de l'entreprise et surtout, et malheureusement, il a copié tous les fichiers qu'il a pu trouver. Et à partir de cet élément-là, comme on peut le voir dans les captures écran que je vous ai faites cette nuit, eh bien, il diffuse. Il diffuse parce que le ransomware, c'est vous demandez de payer le déchiffrement, mais heureusement, beaucoup de gens lisent l'ANSSI, mais aussi nous écoutent, ont des sauvegardes, permettent d'écraser tout ce genre de petits problèmes. Malheureusement, les pirates aujourd'hui viennent pour un deuxième chantage. Payez-nous si jamais vous ne souhaitez pas qu'on diffuse vos informations. Oui, alors ça, effectivement, c'est un peu le coup de grâce. Un petit conseil pour nous aider à nous protéger, s'il vous plaît. Alors, clairement. D'abord, c'est de nous regarder. Ça, c'est très bien. Mais surtout, c'est de voir les documents qui peuvent être proposés, comme donc celui de l'ANSSI, qui revient en plus sur des cas très concrets d'entreprises qui avaient été impactées par des rançongiciels. Donc déjà, c'est s'informer. Comme je ne cesse de le dire et comme on ne cesse de le dire, s'informer, c'est déjà se sécuriser. C'est loin d'être négligeable. Et aussi éduquer son personnel. Lui faire comprendre que le malheureux clic peut être dramatique. Un exemple très clair qui a eu lieu pas plus tard qu'hier. Une entreprise, un employé à 8h30 a cliqué sur une pièce jointe qu'il a reçue, qui se faisait passer pour une facture. Dans la minute, tout son carnet d'adresses, donc plus de 800 personnes, se sont retrouvées à recevoir le même fichier piégé, et autant dire que c'est exponentiel ensuite. De la petite boule de neige, on se retrouve avec une avalanche très compliquée à contrôler. Alors voilà pourquoi j'ai fait rester mes invités en plateau. Est-ce que vous estimez que vous êtes suffisamment sensibilisés sur ces risques de cybersécurité, enfin pas de cyber-insécurité, je devrais dire, avec le développement massif du télétravail, aujourd'hui, est-ce que vous avez mis en place des stratégies pour protéger vos systèmes d'information? Qui veut répondre? Laurence de Villers et oui, alors, très rapidement. Juste sur les concepts, en fait. Donc, c'est sécurité pour moi et éthique. C'est-à-dire, en fait, comment ces systèmes peuvent piquer des données et en même temps faire passer pour quelqu'un d'autre qui n'est pas éthique. Ou la rançon, c'est pas seulement ce qu'on vient de voir comme exemple. On peut avoir des tas de malveillance, que ce soit au niveau de l'information qu'on prend ou de finalement la façon dont on va diffuser des informations personnelles sur les gens. Et c'est important de penser aussi à ces aspects d'éthique qui sont sécurité. On veut des systèmes qui marchent, mais on veut aussi des systèmes raisonnables pour toutes les personnes qui travaillent dans la société. Protection des données personnelles. Ouais. Est-ce que vous avez mis en place des protections spécifiques? On a hébergement des données et encryption des données, ce qui est le top de la sécurité. Mais au-delà de ça, comme on ne peut pas prévoir toutes les attaques, et il y a beaucoup de créativité de la part de ces pirates, je pense qu'il compte, c'est la capacité d'agilité de réponse de l'entreprise. Donc c'est la capacité de détection d'incidents et d'organisation pour très vite prendre les mesures appropriées en cas de problème. Et je pense que les entreprises peuvent être plus efficaces, plus agiles, en s'organisant notamment à travers le digital pour repérer ces incidents plus vite et réagir surtout. John Mears, vous êtes vigilant là depuis que vous êtes passé à 100% télétravail 100%. Sur ces attaques? Il y a certains logiciels de vidéoconférence qu'on n'utilise pas, par exemple. Pour les questions de cybersécurité, on a mis en place aussi pas mal de procédures en interne. Là aussi, ça demande de la formation. En fait. Il ne faut pas que les gens s'envoient des emails ou des Slack pour des virements, des choses comme ça, il faut s'appeler. Parce que là, on a encore du mal, je pense, en ransomware, de répliquer la voix de la personne. Ouais, donc vous avez mis en place quelques protections. Même si c'est en train de changer, effectivement. Non, on sait faire ça. Synthétiser Damien Bancal, est-ce que pour vous, le futur du travail, c'est un futur paradis pour les hackers? Enfin, les pirates? On va dire que pour tout le monde, c'est un futur paradis. Et comme vous pouvez dire les invités, effectivement, éducation, formation, compréhension. L'humain d'abord. Merci beaucoup Damien Bancal de HackBrains pour vos alertes. Merci à tous. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ces sujets de prospective. D'ailleurs, oui, je vous invite aussi à parcourir cet ouvrage sur les robots et nos relations avec eux. Il y a 4 jeunes pousses justement innovantes à suivre dans notre Lab Startup. Et puis moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.